Mesdames, Messieurs les journalistes, je vous remercie de bien vouloir effectuer ce déplacement pour ce point de presse. Je tiens à vous informer que c'est à l'intensifie entre la société Moussavata, la Société Générale, ex-SGBS, et l'importateur de riz. Les Échos relèvent que la banque gagne une manche. Le tribunal de commerce, dans le rôle d'audience de la première chambre, suivant publiquement, contradictoirement en matière et en premier ressort, statuant publiquement et contradictoirement en matière commerciale et en premier ressort, et condamne solidairement Moussavatal et la société Moussavatal SA au paiement de la somme de plus d'1,80 milliard, précisément au titre d'indemnité due sur 104 mois en raison de 10 384 833 de location mensuelle. Détail en effet du journal. C'est ça ce qu'on a pris sur le journal, sur l'information comment on l'appelle encore, du journal. Et cette information nécessite une première précision. Le tribunal du commerce a statué par défaut, car mes conseils, encore moins que moi, n'ont été saisis pour un tel jugement. Vous avez compris, j'espère. Par ailleurs, notre différend avec la Société Générale connaît plusieurs péripéties qui ont commencé depuis 2004, lorsque j'ai été arrêté arbitrairement et envoyé en prison. La Société Générale a profité de ces moments pour provisionner 2 encours illégalement. Ça veut dire avant paiement, payer avant échéance plutôt. C'est-à-dire une traite avalisée, ça ne se paye pas avant l'échéance. On le paye à l'échéance. Et comme j'étais dans des difficultés, ils ont préféré provisionner ça pour essayer de sécuriser leurs biens. Alors que ces traites sont établies conformément à la ligne de crédit de 4 milliards acquis dans une relation de plus de 35 ans. Alors, après ce forfait, 2 responsables, en l'occurrence le sous-directeur et le chargé de compte, c'est des cadres, c'est des responsables, sont venus me voir en prison pour me demander d'accepter de transiger à hauteur d'1 milliard pour recouvrer ma liberté et enfin pouvoir continuer mes activités avec cette ligne de crédit que je bénéficiais jusque-là auprès de la banque. Et à ma grande surprise, quand j'ai payé et je suis sorti de prison, j'ai été surpris de voir que la banque a retiré tout bonnement la ligne de crédit que j'utilisais pour mes activités. Et ils l'ont bloqué pendant 2 ans, de 2004 à 2006. Je n'avais pas de ligne. Sans raison, qui avait été accordée tout en gardant la garantie immobilière de l'immeuble sans aucun centime de ligne. Donc ils ont... Parce que si vous donnez une hypothèque sur une maison, vous payez beaucoup de millions pour que cette hypothèque soit réalisée. Mais si vous voulez sortir aussi, reprendre votre immeuble, vous payez encore des millions pour reprendre. Et j'ai trouvé, moi, une autre solution avec les fournisseurs qui me demandaient de déposer un 10% pour continuer l'activité. Et je ne pouvais pas arrêter parce que beaucoup de crédits ont été effectués, les clients avaient été accordés sur plusieurs milliards de crédits que mes employés ont donné à des clients. Donc je ne pouvais pas arrêter subitement l'activité. Donc j'étais obligé de me rabattre sur les fournisseurs. Et ils m'ont imposé 10% de déposit. Et tout ça, c'est dû au fait au comportement de la banque. Et sans raison, qui avait été accordée tout en gardant notre immeuble, tout en gardant la garantie immobilière de l'immeuble, sans aucun centime de ligne. Néanmoins, notre immeuble a été vendu ou acheté par expropriation forcée. C'est-à-dire, si vous donnez une hypothèque et que la banque vous amène en contentieux, il peut tout de suite vendre parce qu'il y a une garantie immobilière, il y a une hypothèque. Et ils l'ont vendu. Ils l'ont mis en vente, mais c'est eux qui l'ont acheté. Donc, où se trouvait la raison
de vouloir vendre l'immeuble si ce n'était pas pour encaisser son crédit. Mais ils ont fait une main basse sur l'immeuble. Main basse. Parce qu'ils ont organisé une soi-disant vente au crier, mais cette vente n'a pas été faite dans les règles. Parce que l'OIP, l'organisation d'injonction de payer, qui est la pièce maîtresse, cette ordonnance était nulle et non avenue, caduque. Et c'est cette ordonnance qui pouvait leur permettre de vendre ou de vous poursuivre même. Mais dès qu'ils ont utilisé, dès qu'ils sont rentrés en contentieux au tribunal, alors l'OIP a été signé par le juge, mais finalement, l'OIP est caduque, nul et non avenu. Donc, par expropriation forcée, comme je vous ai dit, suite à un contentieux qui a été voulu et créé par la SGBS. Voulu et créé par la SGBS. Malgré notre bonne volonté de vouloir l'éviter avec la banque, elle a refusé toute proposition allant dans le sens de régler le problème. Je n'avais aucune autre solution que de me rebattre auprès de mes fournisseurs qui m'exigeaient un dépôt de 10% pour des questions, pour des opérations en tiers de tension. Et cette situation brusque et inédite que la banque a adoptée à mon égard pour simplement me mettre en faillite. C'était clair. Et c'est comme si cela ne suffisait pas. La banque, durant mon séjour carcéral, elle a profité pour faire deux jeux d'écriture encore. Par rapport au solde de fin de mois, de 228 millions de solde de fin du mois, c'est-à-dire le 31 du mois, il y a un solde de fin du mois. Et ce solde doit être reporté au 1er du mois prochain. Donc c'est ça. Fin du mois, 228 millions. Ils ont reporté le 1er du mois, 6 millions. D'où il y a une différence de 221 millions. Que la banque a volé encore là. Et soit une différence de 221 millions, que la banque a fait main basse. Et pour une autre écriture encore, de même nature, qui est de 2,662 milliards de solde de fin du mois. C'était le 31 octobre 2004. Tout ça, c'est 2004. Hein. Donc, ils ont reporté le mois suivant, le 2 novembre, un solde de 2,60 milliards. D'où il y a une différence de 600 millions. Volé encore, plus de 220 et quelques millions. Ça fait déjà presque 800 millions. Sans compter l'émission de 4 chèques de banque, sans justificatif. Toujours un mois de juin, un mois de novembre. Hein. On n'a plus de relation avec eux, on n'a plus de ligne. Ils se permettaient de faire des chèques de banque. Parce qu'on ne doit absolument rien. Et s'ils peuvent voler, ils volent. Ils ont fait 4 chèques de banque et quand on les a interpellés, ils n'ont pas donné de justificatif. Et c'est des chèques de banque, ce n'est pas des chèques de notre société. C'est la banque qui émet ces chèques-là. Mais ils les émet en fonction d'un dossier, d'une demande. Mais comme ils n'ont pas justifié, nous on considère, et on les a interpellés, ils n'ont jamais donné de justificatif. En plus de ça, il y a eu, et ces 4 chèques feront 3 milliards 840 millions. Et les 2 chèques de guichet déplacés, 29 millions. Une société qui a des carnets de chéquiers qui ne filent jamais, il se permet de dire la société est allée prendre 29 millions en chèque de guichet déplacé. C'est comme si vous êtes à Dakar, vous allez à Kaolack ou à Saint-Louis faire des chèques là-bas. Et 29 millions. Parce qu'il y a des frais de 2 925 francs de frais de paiement. Et ça, on l'a constaté, ça fait 58 millions, 2 chèques. Et après, il y a eu encore un chèque de 175 millions qu'ils ont débité en disant que c'est un impayé. Mais si vous dites impayé, il doit y avoir quand même un versement. Ça a été crédité quand même. Il faut montrer le crédit avant d'accepter l'impayé. Mais vous ne pouvez pas créer un impayé comme ça, imaginaire. Et c'est ce qu'ils ont fait, en disant qu'il y a un chèque impayé de 175 millions. On a parcouru toute l'année, tous ces mouvements-là, on n'a jamais vu un montant de 175 millions crédité sur notre compte. Ce n'est pas du vol, ça. Et tout ça, c'est en 2004. Après les problèmes. Comme ils se sont dit certainement que c'est fini pour celui-là, au fond, qu'on en profite. C'est ça que nous avons constaté pour 2004. On va peut-être, si on termine ce jugement-là, on va peut-être faire, comment ça s'appelle, on peut faire l'expertise. On va peut-être demander à ce que le compte soit expertisé de plusieurs années. Mais aujourd'hui, ce que nous avons pu nous
découvrir, la banque ne l'a pas justifié. On les a menés au tribunal. Jusqu'à présent, ce n'est pas justifié. Il a été même retenu, le juge avait même retenu un expert pour qu'il expertise ces mouvements incriminés. Si vous voulez expertiser, vous dites à l'expert d'expertiser carrément le compte. Mais monsieur, expertisez-moi seulement les montants incriminés. Et l'expert a expertisé ces montants-là, ces mouvements-là, et l'expert a rendu un rapport pour dire que ce n'est pas justifié. Ce juge n'a pas condamné la banque. La banque, ce juge ne l'a pas condamné. Avec tout ça, hein, il n'a rien fait. Il a discuté avec la banque. Et après, on a fait appel. C'est le même scénario. Cour d'appel, confirmé, c'est facile. La première instance n'a pas condamné. Appel, confirme. Donc, il ne te reste que le pourvoi en cassation. On a fait le pourvoi au niveau de la cassation. On demande à ce que ce dossier soit envoyé dans une autre juridiction, autrement composée, pour qu'on puisse regarder, pour qu'on puisse au moins avoir la vérité. Pour vous montrer le rôle qu'un juge joue dans une économie. C'est quelqu'un d'extrêmement important. Parce que c'est lui qui signe, qui juge à notre place. On amène un dossier de milliards, il ferme les yeux. Tu ne peux rien contrôler. Il fait ce qu'il veut, ce que bon lui semble. Où est-ce que vous allez vous plaindre? C'est ça. C'est pour ça que le nouveau régime a dit qu'ils veulent réformer le système judiciaire. On n'a plus avec les deux mains. Mais il faut que ça soit vraiment une réforme en fondamental, en profondeur. Alors, quand on a calculé tout ça, ça fait 5,8 milliards. 5,8 milliards qu'on a découvert sur les mouvements de cette année 2004 contre la GBS. Non justifiés. Et les rapports sont là, les documents sont là. Vous voulez consulter. On peut vous les donner, mais il y a un dossier complet au niveau de la justice. Nous avons demandé alors une restructuration de créances, parce qu'avec la crise, avec tout ce qu'ils ont fait sur le compte, pour revenir, ce n'est pas évident. On n'a plus le capital qu'on avait. Ils ont pillé les comptes. On se retrouve avec un compte qui n'a plus de fonds, avec la crise aidant, qui a fait qu'on a perdu des milliards. L'État du Sénégal nous devait 433 millions de subventions qui n'ont pas été payées. Avec tout ça, avec ces pertes-là, comment la banque et le compte peut payer une échéance sans problème? On n'a pas pu payer. Le compte et les débiteurs de 2009, on a demandé à ce que qu'on restructure le montant. Ils sont restés 2 ans, de 2009 en 2011. Ils n'ont jamais voulu le faire. Et ils continuent à prendre des ajouts trimestriels sur le compte. Sur un compte qui est sans mouvement, il est interdit que vous preniez des ajouts comme si c'était un compte qui fonctionne. C'est interdit. Et la banque l'a fait encore. Pendant 2 ans, chaque trimestre, 20 et quelques millions, 30 millions, augmentés sur le déficit. C'est ça la générale. Et nous, comme je viens de vous le dire, nous avons demandé une restructuration 2009-2011 et nous sommes restés sans réponse pendant 2 ans et de surcroît, elle prélevait des ajouts trimestriels pendant 2 ans sur un compte sans mouvement qui est illégal par rapport à la réglementation bancaire. En 2011, elle manifeste leur volonté de trouver une solution. C'est à ce moment que la banque m'a proposé une restructuration de 60 mois avec un accompagnement, bien entendu, certes, que j'ai accepté et signé le protocole en 2011. Et nous avons démarré et j'ai respecté 12 mensualités, 12 premiers mois d'échéance, en cherchant d'autres opérations plus sûres et rentables, me permettant de payer toute la dette. Parce que si tu es de bonne foi, Dieu t'aide toujours à trouver des solutions. C'est pour ça qu'il faut être toujours de bonne foi. Quand vous signez, soyez de bonne foi. Dieu vous aidera à payer. Et ça, je le crois. Avant cela, et ça, je l'ai vécu. Wallahi, j'ai payé 12 mois. Les 12 mois, je les ai payés avec la subvention qui m'ont été payées par le régime précédent, le régime de Macky Sall avec Abdoul Mbaye. Quand ils m'ont payé les 400 et quelques millions, c'est à ce moment que j'ai pris un peu de fonds pour pouvoir respirer et payer tranquillement les échéances. Et j'ai payé 12 mois parce que je suis de bonne foi. Pourquoi Dieu me donne tout ça? Parce que je suis de bonne foi. Et après, j'ai prié à Dieu de me donner la possibilité de payer.
Et Dieu m'a offert sur un plateau d'argent une opération qui peut me permettre de gagner au bas mot 3 milliards. Je vous le jure, par les 5 Corans. J'allais gagner 3 milliards au bas mot. Si ce n'est pas plus, 3 milliards. Je vais éponger facilement la dette et continuer mes activités. Et maintenant, regardez ce qu'ils ont fait dans le compte. Mais ça ne les arrangeait pas. Ce qui les arrangeait, c'est que Moussa Watal disparaît, soit enterré. C'était ça leur objectif parce qu'ils ont tellement fait des magouilles sur le compte. Et ils ne pouvaient pas imaginer que j'allais sortir de sitôt parce que j'avais un combat avec le régime de Abdoulaye Wade. Donc ils ne pouvaient pas imaginer que j'allais sortir de sitôt. Et je suis sorti, ils ont voulu m'enterrer. Pourquoi? Comment tu peux retirer la ligne de quelqu'un, d'une société qui travaille avec une ligne? Il va donner toutes les garanties. Il n'a jamais eu d'incident. Vous lui retirez la ligne comme ça, arbitrairement. Et avant ça, vous le poussez à payer 1 milliard. Et avant ça, vous faites des jeux d'écriture sur les soldes. Et avant ça, ils ont pillé. Comment vous pouvez prendre autant d'argent sur un compte d'un client et espérer que ce client peut survivre? Non, il ne pourra pas survivre. Et en plus, il continue à me combattre. C'est-à-dire, ils m'ont amené, ils m'ont dit, OK, ils sont d'accord pour accompagner, ils sont d'accord pour faire, ce que nous demandons, la restructuration. On vient, on signe le protocole, mais ils n'ont pas respecté ce protocole. Parce que le protocole, c'est vous aider à travailler, mais prudemment. On ne vous donne plus la confiance que vous avez, mais parce que vous êtes en convalescence, un malade qui est en convalescence, vous ne pouvez pas lui demander de faire 100 mètres. Donc, vous marchez avec lui, vous l'accompagnez jusqu'à ce qu'il retrouve ses forces. C'est ça la restructuration. Et ils le savent mieux que moi. Donc, les échéances étaient calées comme ça. Avec la volonté que j'ai, Dieu m'a aidé à me donner cette opportunité-là. Mais je pensais qu'ils allaient sauter dessus. Quand je les ai proposés, nous, on ne peut pas. Et je suis parti voir le directeur général. Lui-même, je le rencontre. C'était la première fois que je le vois. Monsieur Terouin, son adjoint s'appelait Vernet. Je suis venu pour les rencontrer pour le dossier parce que j'ai déposé le dossier pour demander à ce que je sois accompagné pour cette affaire qui peut me permettre de gagner 3 milliards et je payerai la dette avec le lot que vous allez financer. Et ce lot, vous ne me le donnez pas, vous le mettez en tiers détention. Et je paye avec la dette. La dette va être dupliée sur le montant du financement. Et je payerai au kilo. Chaque kilo que je paye et la dette et le financement. Donc si le stock finit, la dette est finie. Ils ont refusé. Donc cela montre encore une fois qu'ils ne voudraient pas que Moussa Watal survive. Quelqu'un à qui vous avez confiance, une banque, que vous donnez tout ce que vous avez, il vous prend avec garantie. S'il veut vous amener en contentieux, il le fera. Parce que tout ce que vous lui proposez, il le rejette. Et c'est ce que la banque a fait. Maintenant, quand on a payé ces 12 mois-là, on a eu cette opportunité, ils l'ont refusé, comme je viens de vous le dire. Et il me dit, après que quand ils ont refusé de payer, d'accompagner, j'étais obligé de contacter la direction de général qui est à Paris. Il y a le directeur qui s'appelle M. Alexandre Meyma. Je suis parti à la Défense, j'ai fait 4 jours à Paris pour le rencontrer. Je n'ai pas pu le rencontrer entre les avions. Finalement, son secrétaire me dit, monsieur, laissez votre courrier ici, comme ça je le remettrai à son arrivée. Quand il est revenu, il me l'a passé au téléphone. Quand il m'a écouté, je lui ai tout raconté. Oui, je vous demande d'attendre. Ce monsieur, il est il est presque à la retraite. Il part à la retraite dans quelques temps. Attendez que son remplaçant vienne. Vous le contactez. Après, c'est ce qu'il m'a répondu. En tant que directeur général du département Afrique. C'est là où j'ai dit, mais vraiment, je suis mal tombé. Je suis revenu. Bon, quand même, j'ai dit, je vais suivre. À l'arrivée du nouveau directeur, monsieur de Nantey, Yann de Nantey, qui n'est même pas un banquier, c'est un gars du Trésor. On l'amène ici pour lui donner le poste du directeur général de la banque. Je vous assure, c'est lui qui m'a amené en contentieux en 2013. Mais 3 ans consécutifs, il a fait perdre à la banque 30 et quelques milliards. Au bois mot, 3 ans, 100 milliards se sont envolés. À cause d'un banquier, d'un type qui occupe un poste qu'il ne mérite pas. Parce que c'était un ami de Sarkozy. Alors, maintenant, tout ça,
ce sont les actionnaires sénégalais qui vont le perdre. Parce que c'est une banque qui a des actionnaires sénégalais. Et il a perdu en 3 ans 100 milliards. Sans qu'on puisse le poursuivre. Voilà la SGBS. Et quand j'ai rejeté la traite, il m'a appelé. Ce jour-là, il m'a reçu. Avec ce contentieux. Oui, pourquoi vous? Je ne paye plus. C'est fini. Voilà, je ne paye plus. J'arrête. Faites tout ce que bon vous semble. Il me dit, si vous ne payez pas dans 15 jours, je vous amène. Faites-le tout de suite, je ne paierai plus. C'est à ce moment, en 2013, qu'il a envoyé mon dossier au tribunal. Et la suite, vous le savez, OIP, nul et non avenu, caduc. Donc la dette est écrue comme une sorte de carte. Je ne leur dois absolument rien. Je ne dois plus 1 centime à la banque. C'est eux qui me doivent. Parce qu'ils ne peuvent plus poursuivre la société. La société, le papier qui pouvait leur permettre de poursuivre la société, ce papier est nul. C'est nul. Donc, toute procédure qu'ils feront ne aboutira nulle part parce que la dette n'existe plus. Et c'est sur cette base qu'ils ont vendu la maison, cet immeuble que j'ai acquis depuis les années 90 à coût de 30 et quelques millions, le terrain. C'est ce jour-là que j'ai confié le titre foncier. Si vous voyez les hypothèques, c'est depuis 25 millions qu'on a démarré. Et je leur ai donné ce titre foncier-là. C'est cette banque-là qui m'a aussi financé la construction à hauteur de 400 millions, payable 7 ans. J'ai payé la dette. Ils ont mis une marge de 250 millions pour 7 ans. Donc, je n'ai pas construit la maison avec l'argent, mon fonds, mon capital. Mon capital sert à travailler. Mais si je construis, je demande toujours l'accompagnement de la banque. Et la banque m'a accompagné. Parce que moi, je ne veux pas avoir d'impayé. C'est pour ça que j'ai sollicité la banque pour avoir le financement et ils m'ont financé et j'ai payé jusqu'au dernier centime. Donc, ils ont, par devers eux, le titre foncier en garantie. Et comme l'EIP, la pièce est caduque, il ne peut pas poursuivre la société, ni moi qui était cautionnaire, qui a cautionné la société. Parce que moi, je cautionne la société si la société doit. Mais je cautionnais, j'ai donné mon bien pour garantir la société. Et la société ne doit rien, donc elle ne peut pas poursuivre le cautionnaire. Et pourtant, ils ont vendu cet immeuble, ils l'ont vendu en 2015, avec la complicité de mon avocat. Et j'avais dit à mon avocat de contester la créance parce que je ne leur dois pas ce montant-là. Au lieu de contester la créance, il a fermé les yeux. Il a contesté le titre d'un Toubab. Moi, qu'est-ce que j'ai à foutre avec un titre de Toubab? Moi, c'est le montant qu'il me réclame que je conteste. Et si on l'avait fait, est-ce qu'on ne découvrirait pas tout ce qu'on a découvert après? Mais il a joué le jeu de la banque en n'allant même pas aller à la vente. Il n'est même pas parti à la vente au crier, ni représenté. Je suis parti là-bas, j'ai vu qu'ils étaient en train d'attirer la maison à la banque. Et j'ai appelé l'avocat, il était confortablement assis à son bureau. Je suis parti le voir, il est là, installé à son bureau. Monsieur, vous ne savez pas que c'est aujourd'hui? Ah non, je ne savais pas, je sais bien, mais ce n'est pas la peine parce que j'ai écrit. J'ai écrit. Au lieu d'aller se battre pour qu'on ne vende pas la maison, parce qu'il n'y a même pas une OIP régulière, vous avez préféré vous absenter parce que si vous allez là-bas, la vente ne se fera pas. Mais si l'autre avocat vous voit, vous discutez après, c'est un deal entre vous, au détriment du client. Voilà, c'est ça le Sénégal. Ils l'ont vendu. Au lieu de le vendre publiquement pour que quelqu'un d'autre l'achète et leur paye la maison, le montant, ils ont préféré le mettre à leur nom. Et la vente s'organise ainsi. C'est-à-dire, l'immeuble, si ça coûte 1 milliard d'euros, on prend le quart comme premier prix. C'est ce premier prix-là. Mais s'il y a quelqu'un qui répond pour ajouter quelque chose, c'est ça quoi, c'est ça l'enchère. Jusqu'au maximum. C'est comme ça qu'on vend. Mais si vous dites un prix que personne ne propose, ça veut dire qu'il y a un problème. Personne n'a proposé, à part ce prix-là qu'on a donné en premier, il n'y a pas une seule enrichisseur. Il n'y a pas une seule enrichisseur. Un seul enrichisseur.
on a dit 400 millions. Personne n'a rien dit. On dit 400 millions une fois, 400 millions deux fois, 400 millions trois fois. C'est ça, hein? Adjugé. Une fois, deux fois, trois fois, adjugé. Ils ont adjugé la maison à la banque à hauteur de 400 millions. C'est ça le travail de la banque et des avocats et du tribunal. Et la société... Et c'est ainsi que la banque a envoyé le dossier en contentieux au tribunal, transférant le montant sur une ordonnance d'injonction de payer, OIP, on l'appelle OIP, et ce document, leur avocat a commis l'erreur monumentale de ne pas mettre la formule exécutoire dans un délai de 60 jours, ce qui la rend caduque. Et le tribunal de grande instance hors classe de Dakar et la Cour d'appel et de la Cour suprême l'ont confirmé. C'est ça. La pièce maîtresse, c'est l'ordonnance d'injonction de payer. En la déclarant nulle et non avenue, donc c'est une affaire déjà jugée. On ne peut plus revenir dessus. Les décisions de jugement sont disponibles. Vous pouvez en avoir copie si vous voulez. Une telle omission dans la procédure est le fruit de la justice divine. Et les avocats de la Société Générale font du dilatoire et essayent de donner un faux espoir à la banque, à la place de leur dire la vérité. En effet, la rupture de confiance entre moi et la banque est le résultat de la gestion calamiteuse, d'abus et d'escroquerie inadaptée et nébuleuse, donnant naissance à une perception de banque de grands bandits au col blanc. Nous nous battons pour rendre justice face à un groupe qui est à la base de cette rupture de confiance et veut dicter sa loi dans notre pays. Par conséquent, la crise financière à laquelle nous faisons face se résume essentiellement à un manque de sérieux de ces banques face aux opérateurs. J'en appelle le président de la République pour sauver l'économie par l'investissement des opérateurs nationaux et ne devrait pas rester sans rien faire sur cette situation difficile et ambiguë. Car au-delà de ma personne, plusieurs autres opérateurs vivent de pareilles situations. Nous ne demandons pas de faveur, nous demandons juste que la justice, rien que la justice, pas de loi au plus fort sur les plus faibles, mais la loi de la vérité sur le mensonge. La mission première d'une banque est de préserver nos biens, de les assurer, de les mettre en sécurité, mais dans notre cas, dans la plupart, c'est la banque elle-même qui dérobe, comme dans les comptes d'Alibaba et des grands voleurs. Je vous remercie de votre aimable attention.